Mes amis, nous sommes donc en Normandie et nous lançons notre campagne des européennes chez vous. Hervé l'a dit, c'est une terre de conquérants. Eh bien, ça tombe bien, nous avons un appétit de conquérants. Et quand je vous écoutais les uns les autres, quand je sentais la façon dont vous étiez concentrés, quand les uns et les autres s'exprimaient, quand je retrouvais dans l'ambiance que nous avons ce soir, cette envie et cet enthousiasme que j'aime tant dans la politique, quand je vous vois venus si nombreux, quand je nous vois rassemblés comme nous ne l'avons jamais été depuis si longtemps, je sens une chose. Je sens qu'il y a dans cette campagne des européennes une liste qui est portée par une dynamique. Je sens qu'il y a dans cette campagne des européennes une liste qui est portée par une vraie envie. Je sens qu'il y a dans cette campagne des européennes une seule liste qui permet de faire bouger les lignes. C'est la nôtre. Et c'est grâce à votre engagement. Là où ça se passe, là où les choses sont en train de bouger, c'est du côté de notre liste, de la liste portée par François-Xavier Bellamy, de la liste de rassemblement des Républicains et du Centre. Merci de nous avoir permis de conjurer ainsi tous les scénarios. Parce que des scénarios, il y en avait. Ils nous avaient promis au pire. Et pourtant, sondage après sondage, notre liste ne fait que progresser depuis le moment où nous l'avons présentée. Mais cela, ça n'est pas qu'une affaire de petite cuisine politicienne. Il y a quelque chose de plus profond qui se joue. Au fond, pourquoi sommes-nous là ? Parce que chacun d'entre vous, vous refusez qu'on vous confisque votre choix. Pourquoi sommes-nous là ? Mais parce que chacun d'entre vous, vous refusez l'idée que la démocratie française soit condamnée à la réédition du second tour de la présidentielle. Pourquoi sommes-nous là ? Parce que la politique, ça ne peut pas devenir être condamné au choix entre d'un côté le chaos de Marine Le Pen et la désillusion d'Emmanuel Macron. Raymond Aron, ce philosophe qui avait toujours refusé de céder face au communisme, l'avait très bien compris. Le choix en politique n'est pas entre le bien et le mal. Pourquoi sommes-nous là ? Parce que nous voulons rendre aux Français le choix. Parce que dans cette élection européenne, si les républicains et les centristes sont de retour, c'est pour proposer autre chose, de retour pour refonder l'Europe et rétablir la France, de retour pour que les Français aient un vrai choix et que personne ne leur dicte ce qu'ils ont à faire lors d'une élection. Il n'y a pas une seule alternative dans cette campagne des européennes. Nous avons le choix et nous allons leur montrer que le choix est du côté des républicains. Car de l'autre côté, comment ne pas le sentir ? C'est une double impasse. La première impasse, c'est évidemment celle de Marine Le Pen. Marine Le Pen pour laquelle la déconstruction de l'Europe serait la solution pour établir la France. Mais elle n'a pas compris précisément que face aux défis de l'histoire, nous avons besoin, Hervé, plus que jamais de l'Europe pour répondre à la pression de la Chine et des États-Unis, pour faire face aux défis climatiques, pour nous protéger face à une immigration de masse que nous n'arrivons plus à intégrer. Nous n'avons sans doute jamais eu autant besoin de ce qu'était la promesse de la construction européenne. Or, ce que propose Marine Le Pen, c'est bien la déconstruction de l'Europe. Ne nous y trompons pas. Le discours, en apparence, a changé. Parce que tout le monde se souvient de ce qu'était la débâcle du débat du second tour de la présidentielle. Mais la réalité reste toujours la même. Elle ne parle plus de sortie de l'euro, mais elle dit qu'elle veut retrouver la souveraineté monétaire. Mais ne dupons pas les Français. Qu'est-ce donc que retrouver sa souveraineté monétaire si ce n'est déconstruire l'euro ? Et la déconstruction de l'euro serait un chaos pour la France. Pour un pays comme le nôtre, marqué par ses déficits et sa dette, cela signifierait des dévaluations, cela signifierait l'appauvrissement du patrimoine des Français,
Cela signifierait la perte de notre pouvoir d'achat. Nous sommes ici en Normandie, et il suffit de regarder de l'autre côté de la mer pour comprendre ce que signifie pour un pays la déconstruction de l'Europe. Lors du vote du Brexit, Marine Le Pen s'en est réjouie, comme si pour elle c'était le modèle à suivre. Eh bien, si nous avons voulu ce matin aller dans le port de Ouistreham pour voir toutes les conséquences catastrophiques que représente le rétablissement de nos frontières, c'est pour bien nous graver dans nos têtes que la sortie et la déconstruction de l'Europe pour laquelle œuvrent Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan serait un drame pour l'avenir de notre pays. Je combats Marine Le Pen dans cette élection européenne parce que je ne veux pas de cette sortie de l'histoire pour la France. Une Europe, mais une Europe, Gérard, qui fonctionne. Une Europe qui corresponde à l'Europe que nous aimions. Une Europe qui retrouve son sens, son souffle, sa mission. Et c'est là où est la seconde impasse, celle d'Emmanuel Macron. Car que propose-t-il? Au fond, il n'a pas tiré les leçons. Ce qu'il propose, c'est toujours plus de l'Europe qui a échoué. Il ne comprend pas que nous avons pourtant besoin de revoir en profondeur le fonctionnement de l'Union européenne. Quelle est son Europe? Mais l'Europe d'Emmanuel Macron, c'est l'Europe de l'élargissement, comme si l'on n'avait pas déjà fait rentrer beaucoup trop de pays au sein de l'Union européenne. Mais l'Europe d'Emmanuel Macron, c'est l'Europe de la fin des frontières, comme si l'immigration n'était pas devenue un problème massif. Mais l'Europe d'Emmanuel Macron, c'est l'Europe des taxes. Lui qui, dans son discours de la Sorbonne, a proposé de créer toute une série de nouvelles taxes européennes. Et enfin, l'Europe d'Emmanuel Macron, c'est l'Europe de la bureaucratie, avec la création sans cesse de nouvelles agences européennes. Depuis 2017, il nous a proposé successivement une agence pour la sécurité alimentaire, une autre pour la protection civile, un office de l'asile, une agence pour l'innovation de rupture, une autorité de contrôle des règles sociales, une agence de protection de la démocratie, comme si la démocratie avait besoin d'une agence pour la protéger, une banque du climat, un conseil de l'innovation, et j'en passe d'autres. Quand je regarde les discours d'Emmanuel Macron sur l'Europe, il y a une chose que je comprends très clairement, vous n'avez pas fini de payer des impôts. Et le plus triste, c'est que cette voix de la France est devenue isolée. Gérard, tu l'as si bien démontré. Nous nous sommes mis à dos tous nos partenaires. Nous nous sommes mis à dos l'Italie et la Hongrie en leur donnant des leçons. Les pays scandinaves en leur expliquant comment il fallait piloter une économie. Le Benelux en ne comprenant pas le respect pour les pays modestes. Et même notre partenaire allemand. Et pourquoi cela ? Mais tout simplement parce que la France ne peut pas prétendre donner des leçons aux autres si nous ne sommes pas capables d'abord de nous les appliquer à nous-mêmes. Comment la France pourrait-elle prétendre entraîner un projet européen, nous qui avons pour la première fois dans l'histoire de l'euro le pire déficit budgétaire de la zone euro et tout à la fois le record, Véronique, de la dépense publique et des prélèvements obligatoires? Oui, mes amis. Oui, mes amis. Et cela devrait ouvrir les yeux à bien des Français. L'Europe, au début, quand elle a vu arriver Emmanuel Macron, a espéré. Elle a espéré qu'il allait réformer. Et elle a découvert qu'il parlait. Elle a découvert qu'il parlait, mais qu'il n'agissait pas. Et la déception s'est installée. Aujourd'hui, la voix de la France est désespérément solitaire quand elle parle à Bruxelles. Je n'ai pas oublié cette époque où Nicolas Sarkozy, avec la présidence française de l'Union européenne, avait permis à la France de réoccuper le premier rôle sur la scène européenne, comme aujourd'hui, ce temps semble loin. François-Xavier, tu l'as dit. Il y a un point essentiel, trop peu souvent relevé à ce stade dans les commentaires. Nous voulons une France influente sur la scène européenne. Eh bien, à Bruxelles, au Parlement européen à Strasbourg,
il y a uniquement 2 groupes parlementaires qui comptent. Il n'y en a pas 3, il n'y en a que 2 qui comptent. Le premier, c'est le groupe socialiste, et le deuxième, c'est le Parti populaire européen. Eh bien, Emmanuel Macron n'envisage de siéger ni dans l'un ni dans l'autre. Pour servir ses petites ambitions, il a prévu de créer son propre groupe, nous dit-il, qui serait vraisemblablement un des plus petits groupes parlementaires européens. Un des plus petits groupes parlementaires européens pour un pays comme la France. Mais notre pays, s'il veut défendre ses intérêts, il doit être en première division. Je refuse que nous soyons relégués au bas du tableau, ce qui signifie que toutes les voix qui se porteront sur la liste d'En Marche sont des voix qui condamnent la France à ne pas faire entendre et défendre ses intérêts sur la scène européenne. Nous, mes amis, nous appartenons au grand parti européen. Nous sommes les héritiers de cette tradition du gaullisme et de la démocratie chrétienne dont vous pouvez être fiers. Et je ne veux pas que des aventures politiciennes individuelles condamnent la France au silence de l'Europe. Le vote pour la liste des Républicains et des centristes, c'est le seul vote qui permettra à la France de se faire entendre à Bruxelles. Alors oui, une double impasse. Marine Le Pen et le chaos, Emmanuel Macron et la désillusion. Et l'un et l'autre se font la courte échelle. Le progressiste donneur de leçons qui fait le jeu du populiste qui l'exècre, comme le diagnostiquait si bien Régis Debray. Ils se tiennent l'un et l'autre dans le précipice vers lequel ils veulent abîmer la France. Ils font danser l'un et l'autre notre démocratie au-dessus du volcan. Eh bien, je veux leur expliquer. Je veux leur expliquer que nous avons compris que ce destin-là ne rimait à rien, que nous avons compris que tout ceci s'apparentait à des postures. On a même découvert cette semaine, cruelle ironie, que celle qui faisait des leçons de morale à tout le monde, en expliquant qu'elle était la chantre du progressisme, eh bien ce n'est même plus le choix entre l'extrême droite et le progressisme, mais le choix entre l'extrême droite et des anciens d'extrême droite. Car mes amis, comble de l'ironie, voilà que l'on apprend que la tête de liste d'En Marche, dont le seul programme expliqué à ce stade était de battre le Rassemblement national, est en réalité une ancienne militante d'extrême droite. Alors je laisse chacun juge de cela. Et je laisse les Français juges de se poser simplement cette question: peut-on encore accorder le moindre crédit à Madame Loiseau après cela? Et surtout, mes amis, je ne veux pas que nous nous résignions à ça. Je ne veux pas que la politique se devienne cela. Pourquoi est-ce que j'ai fait avec tous ceux qui sont ici ce choix? Pourquoi ai-je fait ce choix de proposer à François-Xavier de piloter notre liste? Parce que je suis convaincu que nous avons une responsabilité. Cette responsabilité, c'est celle de refuser que la politique s'abîme sans cesse un peu plus dans les petites phrases, qu'elle s'abîme sans cesse un peu plus dans les turpitudes, qu'elle s'abîme sans cesse un peu plus dans les doubles discours. La responsabilité qui est la nôtre dans cette élection européenne, c'est de relever le niveau de la politique. La responsabilité qui est la nôtre dans cette élection européenne, c'est de faire le choix de refonder l'Europe. Et pour cela, j'ai voulu ce trio. J'ai voulu ce trio avec Arnaud Danjean, spécialiste de la lutte contre le terrorisme. J'ai voulu ce trio avec Agnès Evrin, qui incarne une nouvelle génération dynamique, qui a créé son entreprise. Et j'ai voulu ce trio avec François-Xavier Bellamy. Et je ne suis pas déçu. J'étais sûr qu'on pouvait lui faire confiance, parce que j'étais sûr que quelqu'un qui a une colonne vertébrale ne peut que réussir en politique. Et je remercie François-Xavier d'avoir pris ce risque insensé et d'avoir redonné ainsi une telle énergie et une telle envie à notre famille politique autour du rassemblement entre la droite et le centre. Alors, oui, avec le recul, tout cela apparaît évident. Mais vous le savez, ce choix n'a pas été facile. Et les bons choix en politique sont rarement des choix faciles. Pourquoi l'ai-je fait? Parce que je crois profondément qu'on ne reconstruit pas de la politique en France quand on esquive.
quand on fait le choix de personnalités filandreuses, quand on propose un petit filet d'eau tiède, quand on finit par ne plus comprendre ce qu'on veut dire, parce que précisément soi-même, on ne sait pas pourquoi l'on est là. Je suis convaincu que la pierre de touche de la reconstruction de notre famille politique, elle passe à l'image de François-Xavier, à l'image d'Agnès, à l'image d'Arnaud, à l'image de Françoise, que j'ai tellement de plaisir à retrouver, à l'image de Guillaume, de Pascal, de Anne-Cécile, à l'image de Geoffroy qui est ici. Je suis convaincu qu'elle passe par des gens qui sont et qui incarnent la droite des valeurs, parce que toute autre droite est condamnée à l'échec. C'est celle qui nous a amenés dans ces sommes de trahison qui ont constitué petit à petit les rassemblements hétéroclites qui font aujourd'hui la République en marche. Je crois à toute autre chose. Je crois que la droite, pour se redresser, doit assumer ses idées sereinement, mais avec la plus grande clarté. Une droite qui ne marche pas à l'ombre et qui a retrouvé la fierté de ses idées qu'elle avait perdues au moment de la présidentielle et de cet échec funeste qui nous a tant marqués. Mais ce dont je suis encore plus fier, c'est que nous ayons pu le faire en étant tous rassemblés. Merci à toi, Joël. Merci d'être là. Toi qui es le maire de Caen et qui réussis si bien, avec lequel on peut avoir parfois des différences de pensée, mais qui est ici, si clairement, si nettement présent à nos côtés, avec à côté de toi Antoine Ruffnac, qui nous a ramenés à l'époque dans la clarté cette formidable victoire du Havre, cette ville qui l'a transformée et qui reste pour moi un repère dans notre vie politique. À l'image de nos élus locaux qui sont ici, maires, modestes, conseillers départementaux, présidents de département, à l'image de toi, Hervé. L'héritier de Guillaume le Conquérant, rien de moins pour le président de la première région de France, monsieur Hervé Morin. Et je vais vous faire une confidence. Il y a au premier rang 2 personnes qui sont nettement plus importantes que vous et moi. C'est Jules et Alma, les 2 enfants d'Hervé Morin. Et j'ai adoré la question que m'a posée Alma, qui m'a dit « Est-ce que c'est vrai que mon papa est le président de tous les présidents ?» Oui, Alma, ton papa est le président de tous les présidents. Tu peux être très fier de lui. Merci à toi surtout, Hervé, parce que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est quelque chose de très important. Ce que nous marquons, c'est la fidélité à ce qu'est le centre dans notre vie politique. Le centre, ça n'est pas un non-lieu dans la vie politique française. Le centre, c'est un espace de valeurs et de conviction. Le centre, dans la vie politique française, cela a toujours été le centre droit. Tu y es toujours resté fidèle. Et la graine que nous plantons aujourd'hui, c'est une graine sur laquelle toi et moi, nous voulons ensuite pouvoir construire cette alternance dont nous avons besoin. Merci à toi, Hervé, de ta réussite en Normandie. Merci du fait de porter contre une majorité tellement centralisatrice le rappel du terrain. Et merci de ta fidélité et de ta loyauté à nos idées et aux convictions que nous partageons. Merci Hervé. Merci à toi. Et enfin, je veux remercier devant vous Gérard Larcher pour sa présence. Je dois beaucoup à Gérard. Sans doute s'en souvient-il. Mais quand j'ai fait mes premiers pas, comme secrétaire d'État à l'emploi, la première personnalité que je suis allé voir un soir, c'est Gérard. Depuis, tes conseils ne m'ont jamais manqué. Nous avons eu parfois des différences légères, mais nous nous sommes toujours retrouvés. Et j'ai toujours pu compter sur toi dans les moments importants. Ton engagement plein et entier aux côtés de François-Xavier est un exemple qui nous honore et qui rappelle que dans notre famille politique, il y a toujours cette obligation d'être ensemble. C'est l'exemple que tu marques aujourd'hui, ce soir, en montrant clairement que la droite et le centre sont une famille rassemblée. C'est une immense fierté que de pouvoir l'avoir à travers l'incarnation du président du Sénat. Merci à toi, Gérard. Refonder l'Europe. Eh bien, dans cette campagne, nous sommes les seuls à parler d'Europe. Les autres parlent d'Union européenne, ils parlent de Bruxelles, ils parlent de la Commission européenne, ils parlent de fédéralisme ou de souverainisme, mais ils ne parlent pas d'Europe. Car l'Europe, c'est autre chose. L'Europe, ça n'est pas ça. L'Europe, c'est une âme. L'Europe, c'est un mode de vie. L'Europe, c'est une culture. L'Europe, c'est des racines. Quand au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, sur les ruines des villes détruites, les pères fondateurs de l'Europe décident d'inscrire sur ce drapeau bleu les étoiles de la couronne de la Vierge, ils ont conscience qu'ils font autre chose.
que ce qu'ils font, ça n'est pas d'abord une construction administrative. Ce qu'ils portent d'abord, c'est une démarche de civilisation. C'est un projet de culture et d'identité tout à la fois. Eh bien, la question qui était celle des pères fondateurs au lendemain de la destruction du totalitarisme, c'est la même qui s'adresse à nous. C'est exactement la même question qui nous traverse. Et quand nous regardons nos enfants, nous nous posons la même question. Est-ce que nous pourrons à notre tour transmettre ce mode de vie et cette civilisation? Nous voulons redonner un souffle, nous voulons redonner une voix. Nous voulons organiser la renaissance de l'Europe. Et nous voyons les menaces, les concurrences étrangères, la menace de l'islamisme, le décrochage parfois de notre économie. Et nous nous souvenons alors que l'Europe, ça n'est pas qu'une collection de peuples qui n'ont de commun qu'un nom, mais c'est une société réelle qui a sa religion, ses mœurs, ses coutumes, ce que Rousseau avait compris bien avant l'institution de la Commission européenne. Alors quand on vous demande « Quelle Europe voulez-vous » Eh bien répondez « L'Europe que nous voulons, c'est celle de l'identité ». Quand on vous demande « Quelle Europe voulez-vous » Eh bien répondons « L'Europe que nous voulons, c'est l'Europe qui fonctionnait parce qu'elle savait qui elle était ». C'était l'Europe à laquelle nous étions attachés parce qu'elle était capable de porter ses intérêts et sa puissance dans le monde. L'Europe que nous voulons, c'est celle des projets qui nous rendent fiers. L'Europe que nous voulons, c'est celle de la civilisation. Quand on vous demande l'Europe que vous voulez, répondez cela. Nous voulons l'Europe de la civilisation. Une civilisation, c'est d'abord des frontières. Quand Romulus et Rémus fondent Rome, ils commencent par tracer un sillon pour définir ce qui est dedans et ce qui est dehors, et pour signifier clairement à tous qu'ils seront les seuls à décider de qui rentrera à l'intérieur de la cité. Sans frontières, l'Europe ne peut pas être l'Europe. Et je le dis, En Marche n'a pas tiré les leçons des échecs de l'élargissement. Emmanuel Macron a plaidé pour l'ouverture des négociations d'adhésion avec l'Albanie et la Macédoine lors de son discours de Trieste. Ces négociations débuteront comme par hasard en juin prochain, au lendemain des élections européennes. On connaît difficilement pire cynisme. À Bucarest, il a expliqué que la Roumanie et la Bulgarie devaient rentrer au plus vite dans l'espace Schengen. Eh bien, ce soir, je pose une question claire. Et nous ne laisserons pas Madame Loiseau se dérober face à cette question claire. Est-ce que le président de la République s'engage à opposer son veto, comme il peut le faire, à l'ouverture des négociations d'adhésion avec l'Albanie qui sont prévues en juin 2019 ? Les électeurs ont le droit à avoir cette réponse au moment où ils voteront. La nôtre, je vous la donne avec la plus grande simplicité. Tous ceux qui sont sur notre liste se sont engagés à signer une charte dans laquelle, pendant la totalité de leur mandat, ils voteront contre toute décision qui aboutirait à ouvrir la voie à des élargissements supplémentaires. Il est temps de tirer les leçons des erreurs de l'élargissement sans fin de l'Europe. Savoir quelles sont nos frontières, c'est bien. Mais se donner les moyens de les contrôler, c'est tout aussi important. Nous sommes allés à Lesbos, dans ces îles qui sont face à la Turquie, où l'on voit au fond tout ce qui est tout à la fois la détresse et l'hypocrisie de ce qu'est devenu notre politique migratoire européenne. Ces îles qui sont confrontées à une immigration illégale qui arrive chaque jour, avec ce cortège de drames, à l'image d'ailleurs de ces visages hagards que l'on voit traîner autour de Ouistreham et qui sont des êtres déracinés, qui d'ailleurs portent en eux souvent bien des stigmates de souffrance et de drames qu'ils ont dû vivre pour essayer de passer la Méditerranée et de venir ici. Je ne sous-estime rien de ces drames. Et personne ne peut rester indifférent face à ce qui se joue dans la Méditerranée. Mais je pose cette question. Quelle est la vraie générosité ? La vraie générosité, ça n'est pas d'inciter les jeunes Africains à traverser la Méditerranée au péril de leur vie. La vraie générosité, c'est de se battre pour que l'Europe accompagne l'Afrique dans un vrai programme de développement.
La vraie générosité, c'est celle qui permet de montrer que l'avenir de la jeunesse africaine est en Afrique, Guillaume, et non pas en Europe, parce que ici, nos capacités d'intégration ne nous permettent plus d'offrir des réussites à tous ceux qui viennent et que nous n'arrivons plus à intégrer chaque année. Protéger nos frontières européennes, c'est évidemment une nécessité, Daniel. Et ce que nous proposons, c'est une double protection de notre frontière. Nous sommes les seuls à proposer cela dans cette campagne des européennes. D'abord, une protection européenne. Parce qu'évidemment, Marine Le Pen a tort de ne pas vouloir que l'Europe protège nos frontières. Tous ceux qui passent par la Grèce, par l'Italie, par l'Espagne, arriveront ensuite chez nous. Il faut évidemment une protection européenne de nos frontières pour reconduire de l'autre côté de la Méditerranée les bateaux qui tentent de venir chez nous, pour signifier clairement que les demandes d'asile doivent être faites de l'autre côté et non pas sur le continent européen, et pour dire clairement que toute personne qui sera rentrée irrégulièrement sur le sol européen ne pourra plus ensuite se voir régularisée. Mais la deuxième chose pour laquelle nous plaidons, c'est également une protection nationale. Parce qu'Emmanuel Macron a tort d'expliquer qu'il faut juste répartir les migrants entre les pays membres. Parce que nous considérons que chaque pays ami a aussi le droit de protéger ses frontières contre l'immigration irrégulière, Philippe. Et c'est pour cela que nous voulons une protection à la fois nationale, qui nous permette juste de contrôler nos frontières pour empêcher les migrants illégaux de passer par les Pyrénées, par les Alpes ou par nos différentes frontières. Une double protection parce que c'est plus efficace. Une double protection parce que c'est le symbole de ce que nous voulons pour l'Europe. Une double protection parce que c'est tout à la fois l'Europe et la nation. Une double protection parce que l'Europe, contrairement à Marine Le Pen, c'est pour nous un bouclier. Une double protection parce qu'il ne faut jamais renoncer à l'autonomie des nations. Une double protection parce que nous croyons qu'il faut à la fois conjuguer la force de nos nations et la puissance de la protection européenne. Nous sommes les seuls à apporter cette réponse claire à la crise de Schengen et à la crise migratoire. Et pour qu'une civilisation vive, il y faut autre chose. Il y faut des projets. Et petit à petit, sans même nous en apercevoir, nous avons laissé l'Europe des bureaux se substituer à l'Europe des projets. Ce que Tocqueville appelait, et j'aime ces formules truculentes, ces petites règles compliquées, minutieuses, uniformes, qui gênent, compriment, énervent et finissent par hébéter. Oui, malheureusement, pour bien de nos compatriotes, l'Europe, c'est devenu cela. Et ils ne la comprennent plus parce qu'ils croient en une autre Europe, celle des projets. C'est cette Europe que nous voulons rétablir. Cela suppose d'abord de revoir les compétences. La Commission européenne doit avoir moins de compétences dans le domaine normatif. Mais elle doit en revanche avoir plus de compétences pour porter les projets. Pourquoi la Commission européenne ne se saisit-elle pas de la question de la couverture en 5G et en Internet très haut débit de l'ensemble du continent européen? Tout le monde lui serait reconnaissante de porter ce projet. Pourquoi la Commission européenne ne pourrait-elle pas porter directement de grands projets d'infrastructures? Mettre par exemple les camions sur des infrastructures de fer-routage. Faire en sorte d'aménager les grands canaux, à l'image du canal de la Seine Nord, qui pourrait représenter pour nous quelque chose. Contribuer, comme elle a déjà commencé à le faire, à aménager les grands ports européens, au soutien, Hervé, de ce que toi tu fais dans notre région. Pourquoi l'Europe ne se doterait-elle pas d'une ambition pour chacun de ses mandats, une grande cause régionale? Et pourquoi cette grande cause ne serait-elle pas, par exemple, comme nous le proposons, celle de lutter en commun pour découvrir les réponses à Alzheimer et aux maladies neurodégénératives? Ces maladies qui sont des fléaux terribles pour notre société, dans laquelle on voit partir jour après jour l'être cher, et dans lequel chaque jour qui passe est un jour qui efface les souvenirs, et où à l'arrivée, il ne reste plus que Lévinas appelait l'échange par le regard, et on a l'impression d'avoir été dépossédé de tout ce qu'on avait en commun. Cette maladie est le défi du XXIe siècle. Eh bien moi je rêve d'une Europe qui apporte à nouveau la démonstration de son utilité, en montrant sa capacité à faire travailler tous les laboratoires européens en commun pour que nous découvrions ensemble dans les 5 ans qui viennent les remèdes et les réponses qui peuvent être apportées à la maladie d'Alzheimer. Voilà de grands projets et de grandes ambitions pour une Europe qui a retrouvé son sens.
Et dans ces projets, François-Xavier, tu l'as si bien dit, on ne peut pas accepter que l'Europe continue à être une passoire économique. On ne peut pas accepter que notre destin se joue dans la Silicon Valley ou en Chine. On ne peut pas accepter et se résigner à ce que ce soit Donald Trump qui décide pour l'Europe les pays avec lesquels elle a le droit de commercer et les pays avec lesquels elle n'a pas le droit de commercer. Nous sommes le continent européen. Il ne faut pas que l'Europe devienne petit à petit un continent de consommateurs, où tout finit par être marchandisé, y compris le corps humain, où l'on finit par oublier que toute société doit d'abord reposer sur le travail. Je ne veux pas d'une Europe qui soit uniquement un continent de supermarchés, où l'on pousserait des caddies, au milieu d'allées où tout a été fabriqué ailleurs. Je veux que nous retrouvions la fierté de nos artisans, de nos commerçants, de nos entrepreneurs, de ceux qui prennent des risques. Et je veux qu'une bonne fois pour toutes, on puisse dire à la Chine, mais vous n'acceptez pas que nous puissions investir chez vous comme cela, vous n'acceptez pas que nous puissions vendre nos produits comme cela chez vous, eh bien ce sont les mêmes règles qui s'appliqueront dorénavant pour entrer sur le continent européen. Si vos marchés publics ne nous sont pas ouverts, eh bien nos marchés publics ne vous seront pas ouverts et nous réclamons le droit de réinstaurer une préférence européenne pour nos entreprises et nos agriculteurs. Et enfin, et je finirai par cela, le plus important, c'est une civilisation. Le plus important, c'est une continuité, c'est une fierté. Depuis les Grecs, de l'Iliade et l'Odyssée, cher François-Xavier, toi qui quand même nous as fait honneur, dans ce débat à France 2, où tout cela finissait par devenir grotesque, où tel candidat sortait une paire de menottes pour illustrer ce qu'il voulait de l'Europe, ou tel autre, le candidat du Rassemblement national, sortait une passoire rouge, où la candidate d'En Marche sortait un extrait de Piment d'Espelette. Il y a eu enfin quelque chose d'autre qui est passé, quand François-Xavier, lui, a sorti un livre. Et ce livre, quel livre? C'était le livre de l'Iliade, pour nous rappeler que l'Europe, c'est quand même autre chose qu'une passoire rouge ou qu'une collection de piments d'Espelette. L'Europe, c'est une civilisation. Merci François-Xavier d'avoir redonné un peu de dignité à ce moment-là dans le débat européen. Cette civilisation, ne vous y trompez pas, elle est un fruit précieux et fragile. Elle est menacée par l'immigration de masse, elle est menacée par le communautarisme, elle est menacée par le multiculturalisme, elle est menacée par une mondialisation aveugle. Elle est un bien précieux et elle est un bien que nous pouvons sauver. Cela passe d'abord par le fait d'aimer son identité. On nous a tellement appris depuis tellement de temps que c'était un gros mot que de dire que l'on aimait son identité. Eh bien, je vous le dis, on a le droit d'aimer ce que nous sommes. On a même le droit de le chérir à tel point que l'on ait envie de le transmettre à ceux qui viendront derrière nous. Le président de la République a dit à Lyon qu'il n'y avait pas de culture française. La tête de liste d'En Marche, dans une parfaite cohérence avec le président de la République, a, elle, expliqué qu'elle trouvait que le voile islamique était parfaitement comparable à la tenue de Mère Teresa ou au fichu de nos grands-mères dans les églises. Eh bien, je ne partage rien de cela. Parce que l'Europe, ça n'est pas rien, ça ne vient pas de rien. Parce que l'Europe, c'est une construction. Parce que dans ce moment étrange où tout le monde redécouvre, comme tu l'as très bien dit, au moment de l'incendie de Notre-Dame, nos racines, nous avons toujours dit cela. Nous avons toujours dit que l'Europe reposait sur cela. Nous sommes même les seuls à parler dans cette campagne européenne de culture, quand nous réclamons qu'il y ait 1% du budget européen qui soit réservé à la culture. Quand nous disons que nous voulons que chaque lycéen, sur son parcours qu'il amène jusqu'à la fin de ses études à l'université, se soit vu proposer la possibilité de faire 6 mois d'études dans un pays européen, y compris pour lutter contre les discriminations sociales, qui fait que toute une partie des enfants des classes moyennes n'ont pas la possibilité, eux, d'accéder à ces études à l'échelle de l'Europe, parce que nous voulons qu'ils reconnaissent ses racines. J'ai bien dit les racines chrétiennes. Parce que l'Europe, c'est le fruit de ces 3 traditions que tu as évoquées. La tradition de l'Antiquité, oui. La tradition des Lumières, évidemment, Gérard. Et la tradition judéo-chrétienne.
c'est une évidence. Et pourtant, nous avons eu peur de l'inscrire dans les traités européens. Les racines chrétiennes. Et pourtant, regardez comme nous sommes attaqués quand nous osons défendre cette petite tradition qui dit tant de choses, nos crèches. Eh bien, je refuse de céder dans ces moments-là. Pas parce que c'est une lubie, mais parce que les crèches, c'est un petit bout de ce que nous sommes. Et parce que je suis convaincu qu'à chaque fois que nous reculons, c'est un petit bout supplémentaire de nous-mêmes que nous abandonnons. Vous le savez, si vous allez à Bruxelles, à 2 pas des institutions européennes, il y a aussi un quartier. Ce quartier, c'est Molenbeek. Ce quartier, c'est celui qui a hébergé les terroristes de l'intégrisme islamiste qui ont fait tant de morts en France. Ce quartier, c'est un quartier qui devrait nous ouvrir les yeux. Parce que pendant très longtemps, l'Europe avait vécu selon un très vieux principe formulé par saint Augustin à Rome. Fais comme les Romains. Et parce que petit à petit, dans notre folie, obsédée par le fait de sembler tolérants et de croire que la tolérance est le multiculturalisme, nous avons fait tout l'inverse et que nous avons laissé s'installer le communautarisme. Eh bien nous, dans cette élection européenne, nous le disons clairement. Les nouveaux arrivants ont une obligation simple et claire. Ils doivent faire leur le mode de vie européen. Et nous le disons avec la plus grande clarté. Il faut que l'on puisse mettre en place une charte des valeurs et des devoirs européens pour que toute personne qui rentre, Xavier, sur le continent européen s'engage à le respecter. Parce que l'Europe, ça n'est pas rien. Parce qu'il y a chez nous des choses qui ne sont pas négociables. Parce que chez nous, l'égalité entre l'homme et la femme ne sont pas négociables. Parce que le fait qu'une femme puisse avancer tête nue si elle le souhaite n'est pas négociable. Parce que la liberté de conscience et la liberté d'expression ne sont pas négociables. Et parce qu'un intégrisme, quel qu'il soit, ne peut dicter sa volonté aux autres. C'est à celui qui vient de l'étranger de s'adapter à la France et à l'Europe. Ça n'est pas à la France et à l'Europe de s'adapter à celui qui vient de l'étranger. Et oui, cela passe par le fait d'arrêter de minorer l'islamisme. Cela passe par le fait d'arrêter de se soumettre. Cela passe par le fait d'arrêter de faire semblant, comme nous le faisons trop en ce moment en France. Cela passe par le fait que l'Europe doit adopter un bouclier contre l'islamisme comme nous le proposons, qui repose d'abord sur l'idée qu'il faut fermer toutes les mosquées salafistes d'Europe qui prêchent la haine, qui propose d'arrêter tous les financements étrangers de l'islam sur le continent européen, et qui propose enfin d'expulser en dehors du continent européen tous les imams qui prêchent la violence, la haine, l'antisémitisme, le rejet de l'autre. Ça n'est pas acceptable sur un continent comme l'Europe qui sait trop le prix qu'il y a à payer. Et tu l'as très bien dit, François-Xavier. Nous ne prenons pas de leçons de Marine Le Pen. Elle qui, avec le Rassemblement national, depuis 5 ans à Bruxelles, a voté systématiquement contre tous les outils qui auraient permis de protéger l'Europe. À l'image de ce qu'elle a fait en refusant de permettre à l'Europe de se doter des moyens permettant de contrôler qui monte dans les avions. Et qui a osé ensuite l'expliquer en disant « les terroristes ne prennent pas l'avion ». On se demande comment on peut encore dire une telle chose après les attentats du 11 septembre. Madame Le Pen, j'ai eu honte quand je vous ai entendu dire « les terroristes ne prennent pas l'avion ». Et j'ai eu une pensée pour tous ceux qui avaient perdu un membre de leur famille à ce moment-là. Les terroristes prennent l'avion et nous avons besoin de l'Europe pour lutter contre les terroristes. Alors oui, finalement, notre mission dans ces européennes, celle que nous sommes les seuls à assumer, c'est de retrouver le goût et le sens de ce que nous sommes. C'est de retrouver l'héroïsme des Spartiates qui refusaient de céder un pouce de terrain de leur chère terre grecque, menacée par la Perse qui voulait mettre à néant cette civilisation hellénique que tu aimes tant. C'est de retrouver, oui, ce qui s'appelle la perfection du Parthénon et la majesté du mont Saint-Michel.
celle d'une culture comparable à nulle autre et qui a produit parmi les plus beaux bâtiments qui existent, Mont-Saint-Michel, qui, comme tout le monde le sait, est bien évidemment en Normandie. L'agrégé d'histoire que je suis fait une petite entorse aux règles de la géographie qui me seront dûment reprochées du côté breton, bien sûr, puisque, comme tout le monde le sait, la Bretagne revendique évidemment la présence du Mont-Saint-Michel, monsieur Philippe Bas. Mais l'Europe, c'est aussi cette volonté éternelle de perpétuer l'héritage de l'Empire romain, porté de Charlemagne jusqu'à Napoléon, en passant par le rayonnement de la papauté. L'Europe, c'est l'extraordinaire épanouissement culturel qui commence avec les gestes du Moyen-Âge et qui finit avec les romans de Goethe ou de Balzac. L'Europe, c'est la grandeur de la peinture de la Renaissance, de l'âge d'or espagnol, ou l'épanouissement du classicisme français, la redécouverte de l'impressionnisme. L'Europe, c'est un peu tout cela à la fois. L'Europe, c'est cette histoire qui s'est forgée dans les batailles navales sur la Méditerranée, en allant jusqu'à la Reconquista aux confins de la péninsule ibérique. C'est cela, le vrai goût de l'Europe. Une Europe dont nous sommes les héritiers, une Europe qui nous oblige, et une Europe dont à notre tour, nous devons être dignes. Eh bien oui, puissions-nous retenir, cher François-Xavier, cette leçon de Notre-Dame, parce qu'il y avait bien une leçon de Notre-Dame. Le message de Notre-Dame, c'est celui que tu as donné. Oui, si la France brûlait, c'est parce qu'avec Notre-Dame, c'était toute une partie de nos racines qui brûlait. Oui, il y avait bien un message à Notre-Dame. Ce message, c'est qu'une civilisation, c'est précieux. Mes amis, il y a des incendies visibles. Il y a des destructions que tout le monde comprend. Mais il y a aussi des incendies invisibles. Il y a des destructions qui sont plus lentes. Ces destructions, ce sont celles qui se jouent dans nos lâchetés et nos soumissions. À chaque fois que l'on accepte que nos enfants n'apprennent plus l'histoire de France, à chaque fois que l'on accepte que quelqu'un qui vienne dans un hôpital refuse que ce soit un médecin homme qui soigne une patiente femme, à chaque fois que l'on accepte qu'un professeur d'histoire ne puisse plus enseigner l'histoire de la Shoah, à chaque fois que l'on cède un pouce de la laïcité face à une minorité qui réclame son droit à la différence, à chaque fois que l'on laisse reculer tout à la fois les règles de la France et de la République, c'est un autre incendie, c'est notre civilisation qui brûle. Eh bien, je ne veux pas que nous restions passifs face à ces incendies. Oui, rétablir la France, et pour cela, refonder l'Europe et rétablir la France, tout à la fois, parce que les deux sont liés. Parce que les deux sont liés. Parce que refonder, c'est vouloir maintenir sa culture. Parce que rétablir, c'est vouloir redonner une ambition et un souffle. Parce que refonder, c'est redécouvrir sa civilisation. Parce que l'Europe et la France, ce n'est pas un vide. Parce que nous voulons retrouver cette envie que nous avions connue à un moment où l'Europe était celle qui s'affirmait. Alors oui, quand pour les autres, leur seul objectif est de battre la liste qui est en face, notre objectif à nous, c'est de réaffirmer l'identité européenne, c'est de retrouver le sens de notre civilisation. En politique, mes amis, il ne faut jamais baisser les bras. Je n'ai jamais baissé les bras. Même quand les sondages nous donnaient au plus bas, j'étais convaincu qu'il restait les petites flammes d'un espoir sur lesquelles nous avons rebâti cette remontée qui est la nôtre depuis l'entrée dans cette campagne européenne. Parce qu'en politique, c'est toujours la force des idées qui finit par gagner. Nous en avons vu des batailles. Et nous avons tous connu ce moment où tout semble se suspendre, où l'on sent petit à petit cette petite tension électrique qui commence à s'installer dans l'air et où l'on se dit peut-être que tout est en train de basculer. Ce moment où tout d'un coup les scénarios que l'on nous avait prédits sont en train d'être déjoués. Ce moment où l'on sent que tout d'un coup la victoire peut être à portée de main. Eh bien, ce sentiment, c'est celui que nous percevons aujourd'hui. Je vous le dis, nous allons basculer toutes les certitudes. Et nous allons le faire parce que je suis convaincu que notre cause est juste, parce que je suis convaincu que l'Europe n'est belle que quand elle est fière d'elle-même, parce que nous voulons continuer l'histoire de notre civilisation et lui redonner un avenir, parce que quand on s'engage en politique, je ne connais pas de plus grand ni de plus beau combat, refonder l'Europe, rétablir la France. Vive l'Europe et vive la France!